Bonjour Viviane Bouis, vous êtes inspectrice générale de l'Éducation nationale, groupe de l'enseignement primaire. Entre sciences et langage, ou langage et sciences, pouvez-vous nous apporter des éléments pour nous permettre de mieux comprendre comment les deux domaines s'articulent et s'interpénètrent, notamment au cours des différentes phases de la démarche d'investigation en sciences et en technologie? Alors, je crois que pour répondre un peu précisément à votre question, il faut rappeler très brièvement d'abord que les élèves, nos élèves, sont très différents par les usages qu'ils font du langage. Et c'est lié à des différences de vie, à des différences, on va dire, socio-culturelles entre eux. Si on ne veut pas que ces usages du langage provoquent des différences encore plus grandes, on sait qu'on ne peut pas compter sur un travail à partir, on va dire, de leur vécu propre, de leurs expériences propres et personnelles, parce qu'elles ne sont pas partagées, parce qu'elles reflèteraient aussi d'autres inégalités. Et donc le parti que l'on doit prendre au maximum dès l'école primaire, c'est de faire travailler le langage à partir de ce que l'on donne à vivre et à faire aux élèves dans la classe. Et donc, les sciences sont apparues comme étant un domaine tout à fait propice pour ce travail-là, parce que, vous le savez bien, les leviers des apprentissages en sciences mobilisent la curiosité, l'envie d'agir des élèves, leur capacité de s'étonner, de s'interroger. Et donc, dans ce contexte, on insiste depuis quelques années, depuis le plan de rénovation d'enseignement des sciences essentiellement, mais ça fait 10 ans maintenant, sur le fait que faire des sciences à l'école primaire, c'est en même temps apprendre des sciences, apprendre de la science, on pourrait dire, et parler, penser, écrire. Et donc, puisque vous évoquez, pour commencer, le langage oral et les différentes phases de la démarche scientifique, je ne ferai que dire finalement ce qu'illustre bien les séances qui ont été enregistrées. Les élèves parlent au début de la démarche, d'une certaine façon, au début de la situation d'étude, pour faire des propositions, pour faire des suppositions. Alors on dit parfois faire des hypothèses. Moi je serais un peu plus restrictive sur l'usage de ce mot. Avec les petits, ce sont rarement des hypothèses, mais ça n'est pas grave. Ils parlent pour exposer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont observé. Ils parlent pour justifier des explications qu'ils construisent, ou ils parlent pour apporter des objections, des contradictions aux propos de leurs camarades. Ils parlent pour synthétiser ce qu'ils ont compris, pour formaliser le savoir qui va être retenu, et on voit même que dès l'école maternelle cela peut se faire. C'est-à-dire que on voit qu'en les mettant dans ces situations-là, finalement, les enseignants font vraiment confiance à leur capacité de penser. Et c'est vraisemblablement parce qu'on met en route cette capacité de penser que finalement ils sont confortés dans les recherches qu'ils peuvent faire. Et ce qui est intéressant, alors si on regarde maintenant du point de vue du langage, c'est qu'en les mettant, les élèves, dans ces situations-là, bien sûr, ils vont produire autre chose que des réponses minimales à des questions fermées. C'est-à-dire que c'est plus oui, non, peut-être, etc. Ils vont dérouler des propos qui sont un peu longs, qui sont explicatifs, et c'est sans doute ça le plus absolument significatif pour l'acquisition du langage. Alors, notons qu'en faisant cela, finalement, on pousse les élèves à bien distinguer, à bien se décoller des tâches, se détacher des tâches qu'ils ont conduites, et donc on les pousse finalement à raisonner sur le fond, sur des idées, sur des faits, sur des phénomènes, sur des notions, et non pas à raconter ce qu'ils ont fait, ce qui me semble tout à fait essentiel. Depuis plusieurs années, on insiste sur la continuité et la cohérence des apprentissages. Quelle progression donc faut-il envisager de la maternelle au cycle 3 pour assurer cette homogénéité? Est-ce qu'il y a des passages obligés? Est-ce qu'il y a des étapes indispensables? À l'école maternelle, le premier obstacle, il est constitué par le manque d'expérience
ça n'est pas un déficit, mais c'est ainsi, ils sont petits, ils n'ont pas connu certaines situations, il y a un défaut d'expérience. Un petit capital. Oui, c'est plus juste que défaut. Il n'y a pas les mots qui vont avec, souvent, et c'est complètement lié à cela, il n'y a du coup pas de représentation mentale chez les enfants. C'est-à-dire qu'ils sont neufs devant les situations qu'ils rencontrent. Et je crois que c'est la séance sur les boîtes à neige qui le met bien en évidence, peut-être parce qu'on a des petits. Et Jean-Michel Rolando, qui est professeur d'IUFM, à la fin de la séance, insiste sur cette idée qu'il faut, avec les petits de maternelle, d'abord les mettre en situation d'observer, de toucher, de manipuler. Et il dit très bien, c'est sur cette base-là qu'après ils auront des propositions. Alors, il est évident qu'une des précautions à prendre dans ces moments-là, pour que ce soit fructueux, et on voit très bien le maître le faire à ce moment, dans le DVD, une des précautions à prendre, c'est que l'enseignant nomme les choses, nomme les actions qui sont en train d'être faites par les élèves. C'est cet accompagnement par le langage qui va permettre aux enfants de s'approprier les mots qui accompagnent leur découverte, qui accompagnent leur action. Donc, d'abord, chez les tout-petits, créer finalement un capital de plus en plus riche d'expérience et un capital linguistique qui va avec. Hein. Le maître ou la maîtresse écrit ces mots, on a des images, on a des photos, on a des représentations, on a les mots qui vont avec. On construit les choses à partir de cela. Ensuite, il faut se rendre compte qu'une autre des difficultés des élèves à ce moment-là, et cette difficulté va céder, si je puis dire, va décroître très lentement, c'est leur grande adhésion, leur grande immersion dans le présent. Ils sont dans ce qu'ils font et ils ne font que des liens parfois très ténus avec ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà vu. Et si le maître n'est pas en situation de dire « est-ce que vous vous rappelez ce que l'on avait observé quand on a fait telle chose ?» C'est le maître qui ressollicite, qui remobilise les souvenirs, qui va chercher les références, sinon eux-mêmes ne le feront pas. Et du coup, la même chose existe sur leur incapacité à se projeter. Troisième élément, je voudrais dire, en particulier pour les maîtres d'école maternelle, que tout cela est très lié au fait que les enfants ne maîtrisent pas le langage d'évocation tel qu'on en parle dans le programme de l'école maternelle. Ils ne se décentrent pas, ils n'ont pas les mots pour dire, tout cela est en relation. Et du coup, il est intéressant de signaler que si on travaille bien les sciences, si on fait ces liens entre le passé et le présent, entre le présent et ce que l'on fera demain, on fait produire aussi ce langage d'évocation. Donc une chose enrichit l'autre. Dernier élément que je trouve intéressant dans ce moment maternel, peut-être début du cycle 2, les sciences vont également favoriser une sorte de décentrage et de sortie un peu de ce qu'on a appelé pendant longtemps l'égocentrisme. Oui. Moi je pense, donc les choses sont comme je les pense, dirait le petit de 5 ans. Et alors les sciences, tout d'un coup, elles mettent les élèves en situation de se rendre compte qu'ils ne pensent pas tous pareil, mais qu'on peut vérifier ce que l'on pense. Et ça me semble tout à fait intéressant qu'il y ait un retour au réel, y compris chez ces élèves. Alors, c'est surtout vrai là, je pense, ça dans le cycle 2, quoi. Grande section, oui. CP, CE1, ils deviennent sensibles à cela, avant beaucoup moins, mais les sciences le mettent en œuvre, le mettent en scène. Eh bien voilà, nous avons des idées différentes, nous allons vérifier cela, on va chercher comment le vérifier. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, quand on a bien travaillé, à quoi cela aboutit en cycle 3. C'est leur capital de pratiques antérieures, de connaissances antérieures, qui leur permet de formuler des hypothèses, des suppositions. On pourrait faire ça parce que si on fait ça, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir cette bascule finalement. On voit avec les petits que c'est l'expérience, c'est l'action qui va commander le dire complètement, alors qu'en cycle 3, on a inversé presque le processus. Et c'est la pensée et du coup la formulation qui précède l'expérience. Et puis l'expérience va relancer les choses. Si je peux rajouter une chose,
que sur cette toile de fond où on voit des progressions, il faut souligner aussi des constantes, des choses qui sont à peu près identiques tout au long des 3 cycles. Là aussi, les images le confirment. Je pense en particulier à ce souci des enseignants de faire identifier par les élèves les moments de la démarche scientifique. On s'interroge, on a une question, on s'interroge, on va faire des suppositions ensemble. Et puis après, on met cela à l'épreuve, on va observer. Puis après, on discute, enfin, on débat. Et à la fin, on sait, comme dit une maîtresse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dès la maternelle, une des séances le montre, on peut, par un codage simple que les élèves vont comprendre, repérer à quel moment on en est du processus. On est encore dans des tâtonnements, on ne sait pas encore vraiment. Et je pense que ça, c'est assez fondamental pour que nos jeunes élèves, tout de même, se représentent où on veut les emmener. Les séances de sciences sont une sorte de rite, un plan commun. Et ça, je pense que c'est important pour la formation des élèves aussi. On voit les élèves produire des écrits à différentes reprises, y compris à l'école maternelle avec l'aide de la maîtresse. Quels sont les moments clés à ne pas manquer? Quelles sont les différentes natures de ces écrits et en quoi leur variété est-elle nécessaire? Je crois qu'un des acquis de la didactique de l'école primaire des dernières années, on pourrait dire la même chose sans doute pour le collège, c'est d'avoir absolument mêlé finalement la production d'écrits aux différents moments du travail intellectuel. On écrit pour soi les idées que l'on a et que l'on va tester. On écrit donc d'une certaine façon pour mémoriser ce qu'on a pensé à un moment donné. On écrit pour préparer les actions que l'on va mettre en place. On écrit pour tenter de mieux comprendre certaines choses. On sait bien que même pour nous qui sommes des adultes, le passage à l'écrit met à l'épreuve nos capacités de compréhension. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, dit-on classiquement. On est un peu dans cette logique-là. Et c'est cette obligation d'énoncer les choses, de faire des relations par écrit, qui pousse à approfondir la compréhension. Puis on écrit pour les autres, pour transmettre, questionner, expliquer, etc. Je pense que ces fonctions de l'écrit ont bien été mises en évidence par les documents d'accompagnement. Alors, pour les maîtres, je crois qu'il faut en même temps tenir un propos rassurant, je vais dire. Il ne faudrait pas qu'il se représente que chaque fois que l'on parle d'écrit, on évoque la production de textes longs. On sait que pour les maîtres, c'est difficile de travailler sur 25 textes longs. Ça se comprend et on n'est pas dans cette logique-là. Il faut bien se représenter qu'à certains moments, écrire en sciences, c'est d'une certaine façon établir une liste. Mais établir une liste, et c'est ça qu'il est important de se représenter, ça veut dire déjà expliciter. Ça veut dire aussi catégoriser. On ne met pas n'importe quoi dans une même liste. C'est ranger les choses. C'est mettre de côté les éléments dont il faudra se souvenir. Écrire en sciences, parfois, c'est légender un schéma, légender un dessin. Ça aussi, ce sont des mots, mais ça veut dire donc attacher les mots précis aux éléments, attacher les mots précis aux transformations. Et je pense que tout cela, ce sont des actes mentaux de distinction, de hiérarchisation qui sont tout à fait importants pour des jeunes enfants. Et puis, il y a les petits textes, les petites explications. Les prises de notes. Alors, les prises de notes, on va dire cycle 3, parce que là, ça suppose quelque chose déjà qui est une écriture un peu plus autonome. Et c'est vrai que les textes de formalisation, d'explication, de synthèse, etc., peuvent être produits dès la maternelle, sous forme de dictée à l'adulte, même au cycle 2 encore, on peut mobiliser la dictée à l'adulte. Mais cette idée qu'il y a des écrits différents, les listes, les tableaux, les questionnaires, les légendes, etc., c'est important. J'insisterai sur un aspect qu'on néglige trop souvent. On fait comme si c'était la petite touche terminale là, qui n'a pas d'importance. La copie, la mise en forme. Alors, la copie d'ailleurs, que ce soit
traitement de texte ou manuscrit. Mais à la fin d'une séance, pouvoir faire une synthèse en mettant des titres, en soulignant ce qui mérite de l'être, en mettant en couleur ou en gras les mots nouveaux dont il faudra se souvenir. Je pense qu'il y a une activité intelligente dans cette forme de copie, si c'est une mise en page de quelque chose qui doit rester. Si les élèves sont producteurs d'écrits, ils sont aussi récepteurs, lecteurs d'écrits des autres, notamment au travers des manuels scolaires, lors de recherches documentaires. Quelle place l'écrit doit-il prendre à côté de l'observation et de la manipulation en sciences et technologies? Certes, il ne faut pas, pour dire vite, court-circuiter le travail de fond, la démarche active, l'investigation, l'interrogation. Il ne faudrait pas que le recours au manuel ou au documentaire, sous quelque forme qu'on les examine, papier, multimédia, etc., viennent priver les enfants de ces hypothèses, de ces manipulations, de ces vérifications. Mais le moment tout à fait fécond, c'est le moment terminal, si je puis dire. C'est quand on pense avoir trouvé quelque chose, quand on pense avoir la conclusion, quand on pense avoir l'explication, aller chercher des textes, des formes savantes de communication qui vont valider ou invalider, ou qui vont combler les lacunes, parce qu'on n'a pas toujours tout trouvé quand on est, y compris au cycle 3, un jeune enfant de 9 à 10 ans. Et à ce moment-là, c'est le recours au manuel, c'est le recours au documentaire qui va permettre de dire alors oui, ça c'est ce qu'on a vu, alors c'est plus savant, c'est mieux dit, etc. Ça par contre, là on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? Alors moi je tiens que il est presque plus intéressant dans une classe, dans ces moments-là, de travailler avec plusieurs supports écrits. C'est très bien si tous les élèves ont le même manuel, ça peut être ou le même texte documentaire, ça peut être très intéressant. Mais ça peut être encore plus intéressant de distribuer finalement des supports différents. Ça peut être des manuels différents qui vont présenter les choses avec des petites variantes. Ça peut être un travail sur une encyclopédie pour d'autres élèves, ça peut être sur un CD-ROM pour d'autres, mais cette idée qu'on va chercher la réponse aux questions que l'on avait, on va vérifier quelque chose. Comment le disent-ils? Est-ce qu'ils disent la même chose? Tout à fait. Quels sont les mots qui sont mis en évidence, mis en rouge, etc. Comment le résumé est écrit? Et c'est très intéressant, à la suite de cela, du coup, de refaire une synthèse et d'établir finalement le texte qui sera notre texte après toutes nos démarches et après toutes nos vérifications. Alors, je crois qu'il faut bien insister auprès des maîtres sur le fait que les manuels de sciences, comme les manuels d'histoire ou de géographie d'ailleurs, les manuels sont des objets complexes à lire. Les manuels de sciences en particulier présentent des alternances de textes qui sont tantôt descriptifs, tantôt interrogatifs, qui ont des statuts différents, présentent des photos, présentent des schémas, des histogrammes, enfin, c'est d'une très grande richesse. Alors, il ne faut pas se représenter que des élèves habitués à lire des récits dans des ouvrages de littérature de jeunesse vont d'emblée bien savoir lire des manuels. On apprend à lire les manuels, et on apprend à repérer des rubriques, et c'est important de le dire parce que les élèves que nous quittons au cycle 3 vont travailler à partir de manuels au collège. Et il faut que cet apprentissage ait été bien conduit avant. On voit bien dans les propos des élèves, là, dans les séances vidéo, qu'ils tentent de parler comme les livres à certains moments. Oui. Dans un moment de synthèse, en particulier au cycle 3, certains essaient de dire les choses comme elles pourraient être écrites dans les livres. Et en même temps, on voit bien qu'ils ne se sont pas complètement appropriés les formes savantes des textes scientifiques. Enfin, je pense à ce travail sur la circulation sanguine, où on a vraiment toute l'authenticité des formulations des élèves, et ils utilisent avec délice, presque avec fierté, l'expression l'alvéole pulmonaire. Alors, on sent qu'ils ont
appris ce mot, mais l'alvéole pulmonaire. C'est toujours au singulier. Oui. Et on voit bien là comment l'article défini n'est sans doute pas bien utilisé. Mais ça dit bien aussi toute la marge de travail qu'il y a à faire et tout ce va-et-vient qu'il va falloir faire entre des formes encore spontanées pour des enfants qui pourtant raisonnent, réfléchissent et cherchent authentiquement, et puis ce qu'on va devoir encore apprendre. Le travail sur l'étude de la langue est toujours difficile parce que très complexe. Et donc je vais revenir sur ce que vous disiez au début. L'enseignement des sciences et la technologie est peut-être un puissant levier pour favoriser cette étude, pour peu qu'on en appréhende les différentes facettes. Avez-vous des conseils ou des pistes de travail à donner aux enseignants sur ce point délicat? Je crois que la version 2007 des programmes, c'est-à-dire la révision 2007 des programmes, donne des éclaircissements sur deux points qui étaient peut-être un peu flous dans le programme 2002, en particulier les ateliers de lecture et d'écriture. On a travaillé, mettons, en sciences sur la circulation sanguine, aujourd'hui, cet après-midi. Demain matin, peut-être, dans la phase de français, on peut travailler sur ces textes d'Emmanuel qui sont un peu difficiles, où on va essayer justement de lire attentivement, de voir toute la valeur des mots, des articulations logiques, des singuliers, des pluriels, l'alvéole ou les alvéoles pulmonaires, d'un côté, des deux côtés, enfin bref, tous ces éléments-là. Ce travail sur les textes, de quoi parle-t-on, par rapport à ce que l'on disait hier, avec quoi va-t-on le mettre en évidence, va-t-on le mettre en lien, tout ça, ça peut se travailler dans ce qu'on appelle les ateliers de lecture. Et il y a l'autre facette qu'il ne faut pas passer sous silence avec les enseignements scientifiques, mais c'est valable aussi pour l'histoire, la géographie, les mathématiques, mais les sciences, c'est un formidable réservoir. Ce sont les séances qu'il faudrait conduire de manière régulière sur le vocabulaire. Il y a du vocabulaire que l'on utilise systématiquement en sciences. On peut reprendre la thématique de la circulation sanguine, parce que c'est très très intéressant. La thématique de la circulation. On peut prendre ce mot au pied de la lettre. Circulation sens ordinaire, circulation routière, circulation sanguine. Et puis voir comment des mots qui sont attachés à ce champ d'étude et à ce champ sémantique, le mot artère. Mais une artère, c'est aussi comme un boulevard pour circuler. Voilà, le mot vaisseau. Ça peut être en un autre sens. Les vaisseaux spatiaux, c'est pour circuler, mais c'est pas comme les vaisseaux sanguins. Et ce jeu, finalement, avec ces mots qui ont un sens précis dans le contexte scientifique, qui, déplacés dans un autre contexte, auraient un autre sens. C'est en fait toute la polysémie des mots. C'est-à-dire le fait que dans le contexte où ils sont utilisés, ils acquièrent des sens différents, potentiellement. Ça, c'est quelque chose dont les enfants qui ont des difficultés en langage ne se rendent pas facilement maîtres. Ça mérite d'être travaillé. Mais alors, les sciences, alors en même temps, ça oblige à revenir là-dessus, à réviser certaines choses, et ça peut nous faire faire des tris, faire des catégories, faire manipuler la langue. Il y a également tous ces systèmes de catégorisation, la hiérarchisation des termes, ça renvoie à telle fonction, ça renvoie à telle autre. La question des définitions. Définir un mot pour un enfant, c'est très difficile. Ça renvoie aussi à la lecture du dictionnaire. Et puis, il y a tous les phénomènes extrêmement difficiles pour les jeunes enfants, mais qu'il faut à tout prix travailler au cycle 3 en matière de vocabulaire, tous les phénomènes de nominalisation. Comment on passe du verbe au nom commun. On en use beaucoup en sciences. La germination, la fécondation, la circulation, etc. Et quand on arrive au nom comme ça, on est vraiment dans des univers conceptuels. C'est moins concret que le verbe. Le verbe, c'est l'action. Oui.
Là, on est dans des univers beaucoup plus complexes. Et ce qui fait le summum de la difficulté pour des élèves de cycle 3, c'est quand ces noms abstraits ont un statut de sujet dans la phrase, alors que pour eux, le sujet, c'est quelque chose qui agit. Pour revenir, et peut-être pour terminer là-dessus, à la séance sur la circulation sanguine, telle qu'on la voit dans le DVD, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans la manière dont les enfants en parlent, le sang est un acteur. C'est presque une entité qui se déplace là. Il va traiter son oxygène, il va se libérer du gaz carbonique. C'est pas la circulation, c'est le sang presque comme personnage de cette grande scène de la circulation. Et on voit bien finalement qu'ils ont compris des choses, mais qu'ils sont loin d'être encore des petits scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart qui va persister longtemps entre ce que ces enfants qui ont été bien enseignés et bien éduqués sont capables de comprendre, parce que quand ils le lisent, ils le comprennent, mais ils restent durablement incapables de le produire. Mais c'est parce qu'on aura fait cette longue imprégnation qu'en collège, ils vont devenir à l'aise.